cette partie d'émission Claire Lameran, qui est secrétaire fédérale du MOC, et à ses côtés Justine Delvaux. Donc on viendra plus tard dans les projets, vous nous expliquerez donc en quoi consistent vos projets. Et puis il y a là aussi Maïté Buzet. Et avec nous, Marie, qui est notre stagiaire future, dans quelques temps, peut-être sur le terrain aussi, puisqu'elle est étudiante à l'Institut Cardaigne qui forme des assistants sociaux, des assistantes sociales. Alors, je ne sais pas si dans son école c'est comme ici, mais en tout cas, moi, je constate qu'on a une majorité de femmes autour du micro. Alors, est-ce que les métiers plus dans le domaine social sont en grande partie tenus par les femmes? Je ne sais pas, peut-être vous pourrez m'en dire un peu plus. Alors ici, on va démarrer tout de suite avec le projet Bébé Bus. Donc Claire Lameran va nous expliquer peut-être l'origine de ces projets. Et puis avec Justine, on entrera aussi plus dans le concret, dans la concrétisation de ce projet qui maintenant vit depuis quelques mois. Alors Claire, comment est né ce projet? À partir de quel constat? Alors Laurence, d'abord peut-être une première réponse à ta question sur la présence des femmes. Effectivement, le projet Bébé Bus en Brabant Wallon est un projet de femmes, principalement. Son conseil d'administration est composé principalement de femmes, d'ailleurs uniquement de femmes. Heureusement qu'à l'Assemblée générale, il y a des hommes. Mais voilà, c'est une réalité qu'on peut constater aussi. En plus, ça touche à la petite enfance. Et donc, je pense que c'est encore un domaine qui est encore un peu plus féminisé que les autres. Voilà. Alors, sur la naissance du projet, en fait, on a travaillé avec plusieurs associations sur un projet de halte accueil itinérante qui s'appelle le Bébé Bus. C'est une expérience qui existe déjà dans le Namurois et depuis plusieurs années d'ailleurs. Ils vont arriver bientôt, en 2018, ils auront 10 bus qui sillonnent la province avec chaque fois la possibilité d'installer du matériel dans un local mis à disposition par des communes pour pouvoir accueillir des enfants un jour semaine. Et on a voulu faire ce même type de projet dans le Brabant Wallon par rapport à un constat qui a été fait lors de journées d'études avec le comité subrégional de l'emploi et de la formation, qui est devenu maintenant le fameux bassin emploi-formation, sur la question de l'accueil des enfants pour les publics en recherche d'emploi ou en formation, ou en recherche de formation, et la difficulté pour certaines femmes, principalement des femmes, de nouveau, de trouver une place d'accueil pour rentrer en formation ou pour faire la recherche d'un emploi. Et lors de ces journées d'études, il y a eu plusieurs expériences, plusieurs projets qui ont été présentés, dont ce fameux Bébé Bus namurois, sur lequel on a eu toute une intervention. Et c'est là qu'on s'est dit, tiens, ça serait intéressant de développer ce type de projet aussi, notamment dans des régions, dans une partie plus rurale du Brabant Wallon, dans l'est du Brabant Wallon. Et donc on a travaillé avec l'ASBL Le Cram, avec les femmes prévoyantes socialistes, avec Mode d'emploi de vie féminine et avec le MOC SIEP pour essayer de développer ce genre de projet. Ça a pris beaucoup de temps. En fait, on a commencé à travailler sur le projet en 2013 et la première halte accueil qui s'est ouverte, ici encore en 2017. Donc il a fallu vraiment beaucoup de temps pour mettre le projet en route. Il fallait convaincre les communes, ça n'a pas été simple. Il a fallu trouver des sous. Et donc c'est un peu faire le lien avec ce qui a été dit dans l'émission précédente, que finalement les associations passent énormément de temps à chercher des fonds pour pouvoir faire vivre leur projet. On a bien connu ça aussi, on le connaît encore aujourd'hui. Et donc petit à petit, le projet est né et aujourd'hui on est présent sur 3 communes dans l'est du Brabant Wallon. On est encore en recherche d'une 4e commune. Donc on est présent à Aincourt, on est présent à Chaumont-Gistou et on est présent à Beauvechin. Voilà. Et donc ça représente aussi 5 personnes qui y travaillent. Donc 4 puéricultrices et une coordinatrice qui est ici à côté de moi, qui est Justine. Ouais. Voilà. Et donc, comme tu le disais, ça n'a pas toujours été simple de convaincre les communes. Tu sais un peu en dire plus par rapport aux difficultés? Ça n'a pas été simple de convaincre les communes parce que pour les communes, l'accueil de la petite enfance... vu sous cet angle, c'était très nouveau, d'abord, en type de projet. Et alors, il y avait une énorme crainte aussi par rapport aux normes qui étaient exigées par l'ONE, et donc la crainte de devoir investir de l'argent sur la structure d'accueil. Donc ici, on a pu négocier des structures d'accueil qui se font dans des lieux qui sont habituellement utilisés à autre chose. Donc c'est intéressant aussi en termes d'économie d'utilisation de l'espace.
Et il a fallu aussi convaincre l'ONE qu'en faisant quelques aménagements, ces lieux étaient propres à l'accueil selon les normes de l'ONE, qui sont moins strictes pour les haltes d'accueil que pour les crèches ou pour les maisons communales d'accueil de l'enfance. Et je pense que c'est une des grosses craintes des communes, c'était effectivement les risques au point de vue coût. Or, aujourd'hui, le coût que ça représente pour les communes, c'est une subvention de 5 000 € par an et la mise à disposition d'un local propre, chauffé et qui corresponde aux normes pour un accueil de qualité. Oui. Donc on peut dire que peut-être le secteur de la petite enfance est un peu, n'est pas une priorité pour les communes. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que c'est pas une priorité. Je dirais que c'est compliqué à mettre en œuvre parce que ça représente des coûts d'investissement très très importants quand ils veulent créer leur propre structure. La subvention de l'ONE n'intervient que pour une partie dans le fonctionnement et donc ça représente des coûts énormes. Maintenant, évidemment, il y a la question des priorités politiques. Donc on pourrait, mais à ce moment-là, il faut faire une étude plus approfondie, peut-être des budgets communaux pour voir la part que ça représente dans le budget communal. Ben voilà, qui serait effectivement intéressant. Donc maintenant, le bébé bus est enfin né. Et donc, Justine, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Oui, alors le principe du bébé bus, c'est qu'on a une camionnette avec du matériel de puériculture, d'animation, que les puéricultrices viennent chercher tous les matins pour se rendre au local de la commune du jour, pour y installer tout le matériel et donc accueillir les enfants de 1 à 3 ans, de 9h à 16h. Après, les horaires sont assez malléables. Étant donné, les parents peuvent venir déposer leur enfant un peu quand ils veulent et venir le rechercher un peu quand ils veulent aussi. Donc c'est vraiment selon les besoins d'accueil de la famille en fait. Voilà. Et donc on vise un public qui est un petit peu plus en difficulté, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai que notre public cible sont peut-être plus des familles monoparentales, des personnes en recherche d'emploi, en recherche de formation. Et donc, du coup, l'objectif, c'est vraiment de leur permettre de se dégager une journée ou en tout cas quelques heures pour faire ce genre de démarche ou juste avoir du temps pour eux parce qu'ils sont tout le temps avec leur enfant et que parfois c'est un peu difficile. Et donc, du coup, ça les rend aussi plus disponibles quand leur enfant est là. Ils ont pris du temps pour eux et du coup, ils sont plus disponibles pour leur enfant, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc, vous constatez que ça répond à un réel besoin. Oui. Je pense qu'il y a vraiment un manque de places d'accueil assez important, partout, je pense. Et donc, du coup, ce type d'accueil un peu alternatif, c'est déjà une solution parmi plein d'autres. Et oui, ça répond à des besoins, ça c'est sûr. Mais j'imagine qu'il y a aussi des choses qui se passent. Je veux dire, il y a du lien social qui se crée, peut-être un isolement qui est rompu aussi de cette façon-là, parce que peut-être les parents se rencontrent au fil des séances que vous proposez. Oui, c'est ça. Oui, ils se rencontrent le matin quand ils viennent déposer leur enfant. Et puis à côté de ça, il y a tout un volet de soutien à la parentalité qui va être mis sur pied ici prochainement. Et donc l'idée, c'est vraiment de rassembler les parents qui sont accueillis au bébé bus, de créer du lien social. Mais bon, ce sera ouvert aussi à un public plus étendu, quoi. Ça ne se limitera pas aux familles du bébé bus. Voilà. Marie, je pense que toi aussi, tu avais des questions. Oui. Donc, en découvrant un peu le projet, justement, vous avez répondu à plein de questions. Mais j'en avais encore d'autres. C'était tous les combien de temps que le bus venait dans la commune, du coup? Il vient une fois par semaine, par commune. Donc, on est le lundi à Chaumont-Gistou, le jeudi à Incourt et le vendredi à Beauvechin. Et chaque semaine, ça revient. Une autre question, c'est que vous privilégiez les personnes, les familles monoparentales et aussi, par exemple, sur la recherche d'emploi, mais au final, est-ce que tout le monde peut venir quand même ou c'est vraiment... Oui. On est ouvert évidemment à tout public parce que je pense que des besoins, il y en a dans toutes les familles, il y en a partout. Après, c'est vrai que la priorité peut-être est mise à ce type de public, bien que pour l'instant, la question ne se pose pas encore vraiment, étant donné que le projet démarre encore, on n'est pas encore complet partout. Donc... a priori, on fonctionnerait sur liste d'attente s'il y a besoin et les priorités seront mises à ce moment-là au public qu'on cible. Mais c'est vrai qu'a priori, on est ouvert à tout le monde.
Je peux peut-être compléter en disant, voilà, en fait, dans les principes même du bébé-bus, il y a 3 aspects qui sont fondamentaux. C'est d'abord de proposer un accueil de qualité. C'est vraiment primordial. La deuxième chose, c'est de faire effectivement cet accompagnement, ce soutien à la parentalité. Et là, il y a encore eu des demandes récemment par le CPAS de Chaumont-Gistoux, disant qu'il y a vraiment un public pour ça. Et donc ça, c'est le deuxième volet. Ça peut viser des parents qui sont bénéficiaires déjà du bébé-bus, mais pas seulement, ça peut être aussi d'autres parents. Donc c'est un autre volet qu'on veut développer. Et le troisième volet, c'est effectivement essayer de lutter contre l'écart social, les injustices sociales, l'isolement. Et ça ne doit pas concerner uniquement des gens qui seraient en situation de pauvreté physique, matérielle, mais aussi des personnes qui se sentent isolées, par exemple des mamans qui ne travaillent pas, qui sont au foyer, mais qui ont besoin aussi de pouvoir de temps en temps sortir de chez elles, faire autre chose que de garder tout le temps les enfants. Et à partir de ce travail de terrain, j'imagine qu'il y a des constats aussi que vous pouvez faire, et peut-être ça pourrait être relayé. C'est encore un peu tôt, je pense, pour vraiment faire ces constats, mais aujourd'hui, enfin, Justine peut aller plus dans les détails, c'est vrai qu'on accueille finalement une certaine mixité sociale, et ça aussi c'est intéressant, parce que on ne veut pas non plus stigmatiser ou être l'accueil pour les pauvres. Donc voilà, c'est important aussi pour les enfants d'être dans un contexte où il y a une mixité sociale. C'est ça, oui, j'imagine qu'il y a peu de lieux comme celui-là, justement, qui permet ça, une mixité sociale. Bien. Marie, tu avais d'autres questions? Non, c'est... Alors, Claire, je pense que tu voulais aussi dire un mot des projets du Fonds social européen qui est de plus en plus présent. Oui, mais peut-être plus largement, ça rejoint ce qui a été dit dans l'autre émission sur la question de devoir rentrer régulièrement des appels à projets pour des questions de financement des associations. Et donc, voilà, on a effectivement pu rentrer des appels à projets au Fonds social européen ici dans le Brabant wallon avec une série d'associations. Malheureusement, très peu de projets ont été retenus. Donc je pense qu'il y avait 8 à 9 projets qui étaient rentrés, notamment un projet pour le soutien à la parentalité avec le bébé-bus, et celui-là n'a pas été retenu. Et donc ces projets en fait visent effectivement un public qui est très éloigné de l'emploi et de les aider à améliorer un peu leur quotidien, à se remettre en route dans leur vie sociale, éventuellement des projets professionnels, mais ça n'est pas ce qu'on vise en premier, c'est vraiment la question de pouvoir mettre les gens dans des conditions d'émancipation. Donc voilà, je pense que c'est important. Et par rapport au bébé-bus, peut-être aussi pour faire le lien avec Viva for Life, et voilà, on ne va pas s'en cacher, on a rentré déjà en 2014 une demande de fonds pour pouvoir lancer le projet qu'on a obtenu. Ici, on a relancé un deuxième appel pour 1 an pour essayer d'avoir des fonds pour pouvoir continuer. On a aussi redemandé, avec le contexte actuel, des aides à l'emploi au niveau du gouvernement. On a aussi dû redemander une continuité des subventions pour l'emploi. Et on est en attente de réponse. Et aujourd'hui, on est vraiment fort dans l'attente parce que... nous avons des points APE jusqu'au 28 février 2018, et puis après, nous n'avons plus rien. Donc, il faut vraiment qu'on ait des réponses positives pour pouvoir continuer ce projet qui a du sens. Et il y a tout un travail qui se fait au niveau politique, notamment avec le bébé-bus namurois, pour essayer de convaincre que ce type d'accueil a du sens. Et que ça se rentre aussi dans la fameuse réforme de l'ONE dont on ne voit pas encore l'aboutissement, mais qui devrait aussi, qui a en tout cas comme un des objectifs, c'est de proposer différents types d'accueil et pas uniquement la crèche classique pour pouvoir répondre davantage à des besoins qui sont de plus en plus diversifiés. Voilà, et donc on sent qu'il y a vraiment une difficulté de pérenniser. Il y a une difficulté de pérenniser. Il y a le fait que l'accueil des enfants, ça n'est pas une priorité dans les politiques. Ça, il ne faut pas s'en cacher. Et je ne parle pas spécialement des communes, je parle beaucoup plus largement.
Et il y a une difficulté aussi à avancer sur la remise en question de la manière dont ça fonctionne à l'OND pour le moment. C'est ça. Donc il y a de fameux enjeux. Bien, bien. Ça montre aussi que les travailleurs sociaux doivent être un peu sur tous les fronts et Tout à fait. aussi un peu spécialisés dans la recherche de budget. Aussi, oui. Voilà. Et tout ça avec des équipes qui ne sont pas toujours... Avec des toutes petites équipes, Voilà. oui. Ça, c'est important de le dire aussi. Et donc, bravo pour ce projet Bébé Bus qui est enfin sur la route. Ah oui, oui, tout à fait. Il roule. Il roule. Voilà, ce projet qui roule. Eh bien, maintenant, on va écouter Maïté Buzet, qui, elle, va passer à la tranche d'âge des 12-18 peut-être. Des 0-18. Ah, des 0-18. Voilà. Mais donc, avant d'écouter Maïté, nous allons écouter Georges Moustaki dans une chanson qui s'appelle Gaspard, qui commence par « Je suis venu calme orphelin vers les hommes des grandes villes ». Veuillez excuser. Donc, ce changement, on écoutera l'orphelin un texte de Georges Brassens. Voilà. Ah, voilà, on passe de Moustaki à Brassens. Bon, écoutez, je ne sais pas si on y perd au change. Je ne pense pas. Sauf dans le cas fréquent, hélas, où ce sont de vrais dégueulasses. On ne devrait perdre jamais ses pères et mères, bien sûr, mais à moins d'être un petit malin qui meurt avant d'être orphelin, ou un infortuné bâtard, ça vous pantonner tôt ou tard. Qu'en se drapant dans un linceul, ses parents le laissent tout seul. Le petit orphelin, ma foi, est bien à plaindre toutefois, sans aller jusqu'à décréter qu'il devient un enfant gâté. Disons que dans son affliction, il trouve des compensations. D'abord au dessert, aussitôt la meilleure part du gâteau. Et puis plus d'école, pardi, la semaine aux 4 jeudis. On le traite comme un pacha, à sa place on fouette le chat. Et le trouvant très chic en deuil, les filles lui font des clins d'œil. Il serait par trop saugrenu, d'énumérer par le menu les faveurs et les passe-droits qu'en l'occurrence on lui octroie. Trouvant même un tel bénéfice, en perdant leurs parents des fils, dénaturés regrettent de n'en avoir à perdre que deux. Hier j'ai dit à un animal de flic qui me voulait du mal, je suis orphelin, savez-vous? Il me répondit, je m'en fous. J'aurais eu 40 ans de moins, je suis sûr que par les témoins, la brute aurait été mouchée, mais ces lâches n'ont pas bougé. Aussi mon enfant, si tu dois être orphelin, dépêche-toi, tant qu'à perdre tes chers parents. Petit, n'attends pas d'être grand. L'orphelin d'âge canonique, personne ne le plaint, bernique. Et pour tout le monde, il demeure orphelin de la 11e heure. Celui qui a fait cette chanson a voulu dire à sa façon que la perte des vieux est parfois perte sèche, blague à part. Avec l'âge c'est bien normal, les plaies du cœur guérissent mal. Souvent autrefois même salut, elle ne se referme plus. Oui, voilà donc la suite du programme.
Laurence, où en est-on? Oui, donc voilà, maintenant on va donner la parole à Maïté Buzet, qui est la coordinatrice de l'AMO Tempo de Nivelles. Donc peut-être vous allez nous expliquer quelle est peut-être votre vision et votre expérience de Viva for Life. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Donc, nous, on a un service d'aide à la jeunesse spécialisé dans la prévention générale. On prend donc en charge les enfants de 0 à 18 ans ainsi que leurs parents ou leurs familiers. Et donc, on travaille avec des jeunes en danger et ou en difficulté. Donc, thème plutôt vaste à définir. Et donc, c'est vrai que la particularité de l'action, c'est que mon service se situe à 50 mètres derrière le fameux cube de Viva for Life. Mais nous n'avons absolument pas été sollicités ou sollicité Viva for Life pour une action. Je tenais simplement à spécifier que nous, l'action sur la pauvreté des enfants et de manière plus générale des familles qu'on prend en charge, on travaille ça 365 jours par an et pas dans le cadre de One Shot. Alors c'est vrai qu'on a une paupérisation des familles de plus en plus importante et l'objectif de notre travail est d'éviter de se trouver face à une forme d'isolement social justement de ces familles et de ces jeunes qui n'ont plus accès à une série de choses. Et nous, on travaille notamment sur l'accès à la culture pour les enfants via des collaborations, notamment avec les bibliothèques, les centres culturels, puisque bon, j'ai aussi également un service sur Genappe, aussi avec les articles 27. Donc c'est essayer de donner l'accès à ces enfants comme tous les autres, travailler également sur les questions de scolarité au sens large et leurs difficultés, en proposant un atelier de réussite scolaire qui permet à tous les enfants en difficulté scolaire de pouvoir venir gratuitement au sein de notre service et de pouvoir être encadrés. C'est des actions qu'on fait tout au long de l'année, qui sont des actions communautaires, collectives et récurrentes, pour lesquelles on travaille afin d'éviter que les situations s'aggravent. Collaboration aussi d'un point de vue administratif avec les CPS, puisque les familles ont beaucoup de difficultés souvent à remplir tous les documents administratifs, et donc il y a une aide qui est faite à ce niveau-là aussi. Donc voilà, notre action d'un point de vue général. Voilà, vous répondez à pas mal effectivement de besoins qui concernent les jeunes et aussi leur famille forcément. Bien, merci. Et maintenant, on va donner la parole à notre quatrième intervenante qui s'appelle donc dans cette émission sur le terrain. Donc c'est Anne-Marie Allais qui est kinésithérapeute et psychomotricienne et qui va nous expliquer peut-être déjà l'évolution qu'elle voit dans son travail. Et puis, elle va nous parler de sa pratique auprès des enfants et aussi des familles, forcément, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je suis kinésithérapeute spécialisée en rééducation et thérapie psychomotrice. Je prends en charge les enfants qui sont en difficulté dans leur développement. Ça va du trouble d'apprentissage scolaire en passant par les retards de développement et les troubles de la relation, de la communication jusqu'à l'autisme. Donc, c'est une population très large. Alors, moi, je vais profiter des quelques secondes que j'ai sur cette antenne pour parler des enfants qui ont des problèmes de santé et que quand ils sont dans une famille qui, en plus, vit des situations matérielles difficiles, c'est la galère pour ces parents-là, donc c'est la galère pour ces enfants-là. J'ai vraiment envie d'insister sur le fait que l'école reste un appui et un levier fondamental pour la construction de l'enfant, qu'à côté de l'école, il y a des tas de gens comme moi qui sont des paramédicaux et qui travaillent pour essayer de donner un espace sécurisant à des enfants qui souffrent soit physiquement, soit mentalement, soit les deux et affectivement. Et qu'il doit y avoir, en fait, pour moi, une plus grande collaboration. Même si on essaye de la mettre, elle doit être structurellement mise en place entre les milieux de l'éducation et les milieux de la santé. En tant qu'indépendant, on passe énormément de temps à essayer d'entretenir les relations avec tout le réseau qui est nécessaire autour d'un enfant. On ne travaille jamais seul, on travaille à plusieurs et cette collaboration-là, elle est fondamentale pour que les messages entre les différents intervenants soient cohérents à la fois pour l'enfant mais pour la famille. Je vais aussi vous parler d'un problème que je trouve fondamental, c'est que l'enfant qui est en décrochage ou qui ne trouve pas de place dans l'enseignement ordinaire doit se tourner vers l'enseignement spécialisé et qu'à ce niveau-là, même si je pense que les travailleurs et les enseignants dans l'enseignement spécialisé font un travail formidable, les écoles sont trop peu nombreuses.
On essaye maintenant d'avoir de plus en plus des enfants en intégration dans l'enseignement ordinaire, ce qui veut dire que ils sont inscrits dans un enseignement spécial, mais peuvent suivre des cours dans l'enseignement ordinaire, moyennant une aide venant de l'école spéciale. Elle est minime, c'est 3 à 4 périodes semaine pour des enfants qui ont besoin de plus d'attention individuelle pour pouvoir progresser. Personnellement, ça fait 27 ans que je travaille dans le milieu de l'enfance en difficulté. Je vois des situations de plus en plus difficiles, des situations familiales dont on a beaucoup parlé, notamment évidemment la femme qui se retrouve seule, des difficultés qui sont liées à la fois parce que les rentrées financières diminuent, mais le logement a changé, il est devenu plus petit, des enfants doivent partager des chambres, ça veut dire qu'il y a d'autres problèmes intrafamiliaux qui apparaissent, des enfants qui dorment avec la maman parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est pas toujours le souhait des membres de la famille, et donc viennent se surajouter à du problème matériel, des problèmes de santé, d'éducation simple, des problèmes matériels et sociaux pour lesquels on pourrait trouver des solutions plus structurelles. Je pense que là, on est vraiment dans un changement de société et qu'on y va tous avec nos petits moyens, mais qu'il faut revoir les choses beaucoup plus fondamentalement. Et est-ce qu'il y a des endroits où vous pouvez exprimer justement ces constats ? Voilà, je suis invitée ici, c'est une première. Merci. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, moi je travaille maintenant en milieu hospitalier parce qu'en cabinet privé, je le fais de moins en moins, parce que les situations sont de plus en plus lourdes à porter et que je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas psychologue, mais j'ai besoin de l'aide d'autres personnes qui ont ces compétences-là. On ne sait plus suivre un enfant en difficulté. Moi, je parle de difficultés quand même majeures aussi. Tout seul, on doit avoir d'autres professionnels autour de soi. Je ne peux pas, moi, écouter une maman en même temps que de m'occuper de son enfant. Son enfant, il a besoin d'un espace rassurant, d'une relation sécurisante qui lui permet justement d'être un peu mis à distance de tout ce qui se passe et qui ne comprend pas autour de lui, mais qui procure chez lui un grand sentiment d'inquiétude souvent, et il a assez avec sa propre problématique. Donc beaucoup d'enfants dans le désarroi et beaucoup de parents dans le désarroi aussi. D'abord, oui, des familles, des parents qui ne savent pas comment s'en sortir. Moi, cette semaine, j'ai eu 3 appels de mamans que je trouvais... oui, une m'a dit je suis dans un trou noir. Enfin, je peux vous donner d'autres citations, mais évidemment, l'enfant, il ne comprend pas, il vit ça avec une profonde angoisse, il sent l'inquiétude des parents. Et donc, quand il peut aller dans une école où là, il est accepté déjà dans sa différence, puisque moi, c'est des enfants qui sont quand même différents, c'est déjà rassurant pour lui. Et je pense qu'il y a une bonne évolution au niveau de l'éducation nationale. Moi, j'ai quand même envie de souligner tout le travail fantastique qui est fait par les enseignantes, qui ont des classes quand même bien chargées, avec des problématiques de plus en plus complexes au sein des classes. Mais je ne crois pas qu'elles ont les moyens pour faire face à tout ça. Et quand je parle de réforme structurelle, c'est là qu'il faut commencer. J'ai envie aussi de dire, si j'ai encore un peu de temps, un mot pour les professionnels de la santé, mais paramédicaux, où finalement, je vais parler de mon cas, on n'a pas d'indexation depuis 4 ans. Et quand on se déconventionne, parce que une séance, ça dure plus longtemps que ce que la nomenclature nous dit de le faire, c'est le patient qui est pénalisé parce que le remboursement est moindre. Moi, je ne trouve pas ça normal. Il y a des choses à revoir. Et pour terminer, je dirais qu'un enfant égale un enfant. Il faut des droits universels d'accueil, d'éducation et de santé pour tous les enfants. Eh bien, merci pour cette belle conclusion. Et donc, voilà, on se rend compte que le travail de terrain permet aussi de rendre compte de réalités parfois très, très cachées. Et donc, merci à vous toutes pour vos témoignages. Et donc, maintenant, on va passer à une autre partie de notre journée d'émission. On va aborder avec Martine Van de Meulebroek la question des médias. Radio27.be, bien entendu.